Bonjour et bienvenue à tous nos chers internautes. C'est un immense plaisir pour nous de vous accueillir à la troisième édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet, dont le thème retenu pour cette année est Réinventer l'économie numérique de l'après-Covid-19 en Haïti. Je suis Miveline Francel-Mondésir, étudiante finissante en administration publique et modératrice de cette session. J'ai l'honneur d'accueillir M. Enomi Germain. Monsieur Germain est économiste, le Chief Executive Officer de ProEco Haïti et chargé de cours au CTPE. Il détient un master en économie du développement de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il a aussi un diplôme d'études supérieures en économie quantitative appliquée obtenu au CTPE. Il a en plus fait des études de sociologie à la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Monsieur Germain est l'auteur de Pourquoi Haïti peut réussir, un essai d'économie politique, qui est un livre à succès publié en août 2019. Bienvenue à vous, Monsieur Germain, et merci d'avoir répondu à l'appel de l'ISOC. Alors, et bonsoir Miveline, et tout le plaisir c'est pour moi de répondre à votre invitation. Merci à vous. Oui. Et alors, il est question, comme vous savez, de parler, on va dire, de la réinvention de l'économie numérique en Haïti après, si vous voulez, la crise de Covid-19. Mais avant même de parler de la réinvention de l'économie numérique, je pense que ce serait extrêmement important de dire d'abord que l'économie mondiale a connu diverses mutations structurelles, c'est-à-dire un ensemble de changements structurels, si vous voulez, au cours des 2 dernières décennies. Et l'un des phénomènes ayant participé au changement même de l'économie mondiale, c'est justement le numérique. Eh bien, il y a des économies nationales, du moins il y a des pays qui ont profité du numérique, en tout cas pour, on va dire, fabriquer leur réussite socio-économique. Autrement dit, le numérique a participé, si vous voulez, à la réussite socio-économique d'un ensemble de pays au niveau mondial. Et je viens de dire que c'est depuis pratiquement 2 décennies que la réalité est exponentielle au niveau, la réalité du numérique est exponentielle. Eh bien, si vous voulez quelques éléments, on va dire quelques données rapidement, eh bien, on peut dire que si on prend le cas du commerce international, le commerce numérique par exemple, on va voir que de 2008 à date, le commerce numérique, c'est-à-dire le commerce en ligne, a complètement explosé. C'est explosion totale. Commerce numérique là, sorti en 2008 pour pratiquement arriver à 2018. Eh bien, si vous voulez quelques éléments de chiffres, si on prend d'abord le cas de la Chine, et on a recensé environ 27,5 millions d'utilisateurs, en tout cas, et du commerce en ligne en Chine en 2008. C'est-à-dire, en 2008, nombre de monde, mais nombre de Chinois qui t'a fait s'ouvrir et qui t'a pratiqué le commerce en ligne, c'était environ 27,5 millions. Et bien, l'arrivée de 2018, on a constaté que c'est autour de 76,7 millions. Donc, ouais, progression s'ouvrir dans 10 ans. Nous passons de 27,5 millions à environ 76,7 millions. C'est-à-dire que, on va comprendre que l'économie numérique, là, en Chine tout au moins, pas suspendre fait courir et dans le monde. C'est un. Le cas des États-Unis, c'est pas très compliqué. Sous pratiquement période là, qui ça a constaté que moun qui fait par exemple shopping en ligne, moun ça aux États-Unis, ils représenté environ 82% des consommateurs. 82% des consommateurs américains, c'est en ligne, ils font shopping. Donc, ouais, comment le commerce numérique là, l'important, par exemple, nous sommes le cas de la Chine, et là, nous avons le cas des États-Unis. Mais maintenant, il y a une autre partie du monde que l'on appelle l'Europe. Comment ça est en Europe et de manière générale? Qui ça a constaté? Je constate que, sorti dans l'année 2013 pour arriver en 2019, il y a que le commerce en ligne a augmenté sous période ça de environ 13%. C'est-à-dire que ce soit pour la Chine, les États-Unis ou l'Europe, le commerce en ligne, eh bien, il y a une forte propension. C'est-à-dire que la prend un peu l'espace dans le monde. C'est-à-dire qu'on a parlé là en situation COVID-19 là.
Mais maintenant, il ne faut pas oublier que notre sujet se situe eh bien, par rapport, si vous voulez, dans la période de COVID-19. Maintenant, la COVID-19, là, qui ça a constaté, les COVID-19 là émergé, il y a que cette fois-ci, 50% Chinois ont utilisé désormais le commerce en ligne pour satisfaire un ensemble de besoins. 50% Chinois. Et pas oublier, on a parlé de la Chine qui gagne quand même une grande population, c'est-à-dire c'est beaucoup de monde. C'est un. Et dans le cas Europe, ils ont constaté qu'avec le coronavirus, là, taux utilisateur commerce en ligne, ils sont sortis dans 25%, arrivé dans 80% avec le coronavirus. C'est-à-dire que le coronavirus, quand vous voulez, sont véritable vecteur de la croissance du commerce en ligne. Mais maintenant, en Amérique du Nord, ce n'est pas très différent. Soit prend seulement le cas du Québec, on a rapidement constaté que, eh bien, ils ont constaté que pour arriver dans 31 mars 2020, par rapport à 31 mars 2019, il y aurait que question commerce en ligne, il a augmenté de pratiquement 118%. Donc, c'est une augmentation phénoménale. Autrement dit, avant même COVID-19, c'est-à-dire entre 2008 et 2020, par exemple, le commerce en ligne était déjà en forte propension, en forte expansion. Mais maintenant, COVID-19, là où vous remarquez bien, il est considéré comme étant, il a apporté un effet multiplicateur, son véritable levier à commerce en ligne. Donc, à l'économie numérique que nous-mêmes avons parlé là, on était au niveau mondial. Maintenant, qu'en est-il d'Haïti, par exemple? Eh bien, ça me cadeau pour Haïti, c'est qu'en Haïti, le commerce électronique, du moins l'économie numérique n'est pas forcément développée. Autrement dit, nous avons une situation de difficulté pour que nous développions bagaille ça. Mais pour qui ça? Parce que bon ensemble d'obstacles qu'il y a ça. Si vous voulez comprendre l'obstacle, comme cadeau que tu as une étude que l'USAID et la Banque centrale qui est patronnée en 2018, qui aurait les FinScope, qui ça le dit, il dit que, on va parler de contraintes, d'obstacles qui gagnent. Il dit que environ 58% des adultes en Haïti n'ont pas accès à un téléphone portable. Pas oublier qu'il y a plus de monde qui a un téléphone portable qu'un ordinateur. Donc, pour pratiquer le commerce en ligne, il faut que soit un portable, soit un ordinateur. Or, en Haïti, c'est seulement 58% adultes qui ont accès à un téléphone portable. On a parlé de téléphone portable. Mais dans 58%, ça, c'est seulement 35% là-dedans qui ont un smartphone. Pour important smartphone dans le commerce en ligne. Donc, ouais, une grosse partie de la population qui automatiquement exclut le commerce en ligne. Et dans tout adulte, ça, on m'a parlé là, il y a seulement 15% là-dedans, en tout cas, qui ont accès à Internet dans le pays. Comment on a fait commerce en ligne si on n'a pas Internet? Ou est obstacle qui posé en Haïti? Donc, où est l'élément ça, justement, comment il a participé, si vous voulez, dans freiner le commerce électronique ou bien l'économie numérique en Haïti. Donc, pour l'autre exemple, pour faire tout ça, par exemple, il est important pour vos comptes bancaires. Mais c'est seulement 11%, oui, population adulte qui est bancarisée en Haïti. Ça veut dire que parmi les gens qui ont 18 ans et plus, c'est seulement 11% qui ont un compte bancaire. Or, en général, soit pratiquer, soit faire l'économie numérique ou faire le commerce numérique, eh bien, on va comprendre que c'est extrêmement important pour que, ou bancariser au cadre bancaire en quelque sorte. Donc, tout ça, c'est tout un ensemble d'obstacles qui fait que pas de développement véritablement de e-commerce ou bien de souffler économie numérique en Haïti. Mais cependant, même si pas de données qui fiables sur question ça, c'est que depuis un certain temps, on a constaté dans le pays que un développement ou ensemble d'outils ou ensemble de mécanismes qui permettent et plus ou moins comme si vous avez une économie numérique qui a fait par exemple le fait qu'on gagne de plateformes qui capent peut-être ou faire des achats en ligne par exemple soit dans le cas de Moncash par exemple ça est extrêmement important même j'entends tout à prendre au cas de plateforme que ou ensemble de jeunes développés moi crois que y aurait les lits et pas très songé non mais je crois que c'est l'équipe de Rock André l'équipe de CDL Haïti qui travaille sur question ça et bien qui permettent que bon ensemble de transactions capables de faire autrement dit économie numérique là très profitable pour Haïti mais malheureusement pas développé c'est important avant même nous finir pour que nous fassions ensemble de recommandations pour développement économie numérique et surtout commerce numérique en Haïti justement pour que vous arriviez dans une situation côté que eh bien vous capable propulser le développement économique social dans le pays ça. Une recommandation c'est que c'est extrêmement important pour que en Haïti eh bien les politiques qui facilitent l'accès à l'internet à un plus grand nombre dans le pays ça c'est un. Deuxièmement, je pense que c'est extrêmement important pour que vous sensibilisez population sur l'importance comme vous commerce numérique. Mais pas seulement ça.
faut gagner, si vous voulez, mise en place d'un ensemble de systèmes de sécurité pour capable assurer consommateurs, si vous voulez, qui permettent de faire comme c'est un et commerce numérique. Parce que, oublié, en une fois, il y a des fraudes numériques, comme des fraudes électroniques, comme il y a et mais c'est extrêmement important aussi pour que gagner des dispositions légales qui dûment sanctionnent un ensemble de fraudes électroniques qui t'a fait. On a dit que il faut que tu as gagné comme Tindado et la promotion de l'utilisation de cartes crédit ou des cartes de crédit, cartes de débit, si vous voulez, eh bien, beaucoup plus massivement dans le pays, parce que justement, bientôt, c'est environ 11% de la population adulte en Haïti qui est bancarisée. Donc, quand même, avant de finir, on me dit qu'il faut que tu mettes en place un vrai système d'adresse en Haïti pour que, si on pratique le commerce électronique qui fait partie intégrante de l'économie numérique là, ou bien éco-économie. Bon, éco-économie, c'est quelque chose d'autre, mais en parlant de l'économie numérique là, c'est extrêmement important pour faciliter, pour mettre un système d'adresse pour que quand même, pour faciliter des livraisons, pour que si m'acheter quelque chose quelque part sur l'Internet, il faut qu'on ait une adresse pour livrer. Et finalement, il faut comprendre que c'est extrêmement important pour que vous améliorer l'accès à l'énergie électrique. Moi-même, je pense que, pour finir, vraiment fini, Haïti fait face à un ensemble, si vous voulez, de freins qui empêchaient, si vous voulez, le développement économique et social. Mais il y a un ensemble d'opportunités que le pays a profité pour faire réussir. Parce que moi-même, son pays est capable de réussir. Et il y a un ensemble de potentialités capable de miser sur eux et un ensemble de moyens. Moi, je pense que l'économie numérique est capable, pour levier, pour le faciliter ou bien pour et augmenter la vitesse de la réussite socio-économique d'Haïti lorsque disposition prend dans pratiquement tout l'autre secteur. Et l'économie numérique lui demandait en quelque sorte pour maîtriser un ensemble d'outils, notamment des outils technologiques. Eh bien, nous avons ça. Nous avons une population qui est pratiquement jeune. Quand on a une population jeune, ils ont en général plus fougueux, ils ont plus initié dans la question électronique, dans la question Internet en quelque sorte. Mais maintenant, ma question finale, pourquoi ne pas profiter de cette jeunesse de la population pour que, eh bien, ou mettez ensemble d'autres efforts qu'a fait dans l'autre secteur, ou mettez comme Simdado l'accès numérique qui est capable de constituer un véritable levier pour le développement économique et social en Haïti. D'accord, merci, M. Germain. Alors, les questions, c'est dans quelle mesure l'économie du numérique pourrait contribuer à l'amélioration des services publics à travers tout le pays? Bon, écoutez, d'abord, il ne faut pas oublier que nous, dans un contexte côté que les services publics, on parle de voilà, ils ne sont pas accessibles à toute la population. Ça, c'est connu. Et c'est pour ça, justement, qu'on parle toujours dans un débat en Haïti de décentralisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à services publics. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même dans l'environnement côté que vous avez accès à services publics, comme vous avez gagné de services qui sont disponibles, par exemple, vous avez DGI ou AVC, vous avez la douane, etc. En plus, eh bien, vous êtes obligé de déplacer justement pour aller des services là, ou bien justement pour faire paiement. Eh bien, donc, vous imaginez côté que nous avons fait promotion économie numérique, même les gens qui reculent dans le pays, si toute infrastructure est mise en place et que je parle là de gens qui ont un minimum de connaissances pour utiliser ces outils, les gens qui reculent ça, capables, sans pas déplacer, surtout dans le contexte côté que vous n'avez pas de décentralisation, ils ont gagné accès comme à services. Ça, c'est un. Deuxièmement, même pour mon service prêt, par exemple, vous DG ou la douane, etc., mais eh bien, on est empêché, c'est-à-dire on est dans les confins du temps ou très occupé ou pas qu'à payer un ensemble de services. Eh bien, justement, si on met en place un ensemble d'infrastructures qui vous permettent que, eh bien, ou capable de payer ou avoir un service normalement, eh bien, on va comprendre que ça, c'est déjà, comme c'est des facteurs, des éléments d'amélioration de la vie ou comme si, vous obligez que les travailleurs pour jour, pour aller faire, par exemple, et nous allons transférer de véhicules. D'ailleurs, il est connu en Haïti pour aller faire transfert de véhicules pour pratiquement 2 jours. Parce que nous avons côté pour passer pour aller payer, etc. Mais maintenant, si paiement, comme si nous avons facture, ça ou fait comme si nous avons via le numérique, ou seulement une affiche, ou imaginons combien vous avez réduit le temps d'attente, et comme si ça t'a aidé, comme si nous avons et faciliter la vie ou en quelque sorte faciliter les gens à fonctionner. Donc, moi, je pense que l'économie numérique, justement, t'a faciliter et conditions la vie en Haïti. Justement, compte tenu de l'inadéquation des infrastructures numériques en Haïti et le manque d'éducation financière et numérique,
quelle stratégie devrait être adoptée pour une inclusion financière numérique optimale et dans quelle mesure celle-ci pourrait stimuler la croissance économique? Non, bon, écoutez, c'est la nouvelle qu'on est peut-être dans l'ensemble de recommandations que nous avons fait. Parce que ça qui arrive, c'est que sous les facilités et comme c'est une inclusion financière ou bien pour mon plus compte bancaire en Haïti, je dis la réponse elle est connue. C'est que le système bancaire là, je parle d'environ 11% de monde qui est bancarisé, mais qui s'arrive, c'est que le système bancaire là lui-même, il y a un ensemble de freins qui fait que, notamment la population aussi analphabète, il va gagner accès à elle. Il y a un frein, c'est que faut qu'on apprenne à lire, il faut qu'on apprenne à écrire, il faut qu'il y ait carte, c'est pas tout le monde qui a carte d'identité dans le pays, c'est-à-dire des gens que l'État va même donner. Et bien, deuxièmement, il y a un ensemble de coûts qui est associé à ça. Les coûts de transaction pour gagner, comme nous avons montré dans le système bancaire, là, extrêmement élevés. Et si vous voulez gagner l'autre contrainte encore, etc., eh bien, il faut que l'autorité monétaire et également, comme nous avons et les autorités budgétaires et fiscales, eh bien, ont minimiser pour le détranglement ça pour la population qui a accès à système bancaire. Et d'ailleurs, il est démontré que plus une population bancarisée, c'est moins en général de pauvreté dans la population ça. Donc, bon, corrélation positive entre le niveau de bancarisation dans la société et le, comme c'est et le niveau de bien-être. Donc, plus mon bancarisé, plus mon a tendance et à un bien-être beaucoup plus élevé. Donc, moi, je pense que, écoutez, c'est justement ça là, comme c'est les barrières à l'entrée dans le système bancaire, il faut qu'ils soient adressés par les autorités et c'est à ce moment-là qu'on est capable de stimuler beaucoup plus de monde à être bancarisé dans le pays. Et comment pensez-vous que envisager un partenariat public-privé dans ce domaine serait efficace dans la perspective de développement économique? Oh, mais c'est très clair, parce que ça c'est que l'État a un ensemble de charges, l'État est très chargé. Comme l'État est chargé, ce qui arrive en général, l'État n'a pas vraiment gagné temps, gagné capacité, gagné cadre, gagné ressources justement pour que les faire un ensemble de bagages qui est dans volonté. Alors que des acteurs du secteur privé national et international, ils ont gagné toute expertise, ils ont gagné toute compétence. Donc l'État est capable de favoriser justement le partenariat public-privé ça et dans la perspective nous expliquons, le partenariat ça permettre que l'État accélérer le processus de l'économie numérique beaucoup plus rapidement dans le pays. Donc moi je pense que le partenariat public-privé est capable utile parce que et surtout et c'est en général des individus dans le privé qui est extrêmement cher et parce que écoutez c'est des compétences extrêmement pointues et qui gagnent compétences et que l'État a qu'à profiter de ça pour que l'établir des partenariats capables utiles dans ce sens ou dans l'autre. Et pour terminer, la dernière question, comment l'économie du numérique peut profiter au secteur de la santé et améliorer l'accès aux services et la qualité des soins? Bon, je tiens là, les prouver et démontrer que, écoutez, et comme si on espèce de e-santé qui est développée dans le monde. Quand e-santé, c'est qui ça? C'est qu'il y a un ensemble de services, un ensemble d'assistance médicale qui baille justement à travers l'Internet, qui baille justement en ligne. C'est-à-dire que vous pas obligé là pour médecin assister. D'ailleurs, au temps de COVID-19, pour comprendre ça fait en pile, notamment dans pile pays en Europe et aux États-Unis en particulier. Donc, moi, je pense que le numérique, là, non seulement nous avons parlé de développement économique et social, donc, ouais, sous planétaire, pour un ensemble de services, il est extrêmement important, capable de permettre que, si vous voulez, de soins qui ne sont pas très pointus, si vous voulez, à travers les mêmes. Et ça, les mêmes, il est capable de participer, si vous voulez, dans renforcer l'économie numérique, là, mais par le fait que, écoutez, soins, ça, on a parlé de voilà, ce n'est pas des soins qui sont gratuits, c'est-à-dire, c'est des activités payantes. Donc, moi, je pense qu'on a tout à gagner lorsque vous entrez dans le numérique. Parce que le numérique, il réduit distance, le numérique est capable même réduire coût, et le numérique là, il est beaucoup plus rapide, entre autres. L'économie numérique reste un défi alors à relever, mais une opportunité brillante de croissance économique. Un grand merci à vous. Merci beaucoup, merci. Un grand merci à vous, M. Nomi Germain, et merci à vous aussi, chers internautes, de nous avoir suivis. Merci, au revoir. Au revoir.